Noël arrive dans une semaine. Can you believe it? Voilà, il me reste 7 jours exactement pour être autour de ce fameux week-end de Noël. Je vous dis pas à quel point je l'attends avec impatience. Ça va faire un peu de vacances et puis surtout, je le fête avec ma famille et ma belle famille, une grande première et donc voilà, il y a un petit peu de pression mais il y a aussi beaucoup d'attentes et vraiment hâte de pouvoir célébrer cette fête très familiale avec tout le monde. J'espère que de votre côté, les préparatifs festifs sont en cours et que vous êtes tout aussi excités que moi. Voilà. D'ailleurs, regardez, je me suis trouvé une jolie petite tasse Père Noël. Je n'en avais pas encore. Alors, si pour moi, ma famille vient me rendre visite au Portugal, peut-être qu'il y en a parmi vous qui faites le voyage pour aller voir votre famille pour Noël, que ce soit un voyage en avion, en train ou en voiture. Tant que vous êtes dans le siège passager, je pense que quand ces voyages sont un petit peu longs, on cherche toujours le bon roman pour s'occuper et voilà, passer un petit peu le temps jusqu'à arriver à destination. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 courts romans que j'ai pu lire quand je suis rentrée de Norvège. J'avais exactement 3 avions et j'ai lu 3 livres dans ces avions, à peu près. Il y en a que j'ai dû finir après. Mais voilà, c'était des avions assez courts, j'en avais pour 2h30, 3h grand max. Et ça m'a bien occupée, donc du coup je voulais vous parler de ces livres et peut-être que ça vous inspirera à prendre un livre pour votre prochain voyage. Du coup vous êtes sur ma chaîne de Wanderlust Librarian, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour parler de ces livres quelque peu... Voilà, c'est pas des livres de Noël, ils sont pas très festifs, mais ils font leur petit effet. Alors, comme je vous le disais, j'ai lu ces livres au retour de mon voyage en Norvège et donc eh bien, ce sont des livres que je me suis procurés entre nos différentes estales dans ce grand pays du froid et les autrices sont principalement norvégiennes. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est The Bird Tribunal d'Agnès Ravant, si je prononce ça correctement, j'espère. Il a été traduit en français et vous le retrouverez sous le nom de Le Tribunal des oiseaux. Alors c'est un roman assez court, il fait même pas 200 pages, on est autour de 180 pages. Et dans ce roman, nous suivons notre personnage principal qui s'appelle Alice Acton. Encore une fois, j'espère prononcer ça correctement. Alice, c'est une présentatrice télé qui se retrouve face à un grand scandale, un scandale d'envergure nationale en Norvège et donc elle décide de partir s'isoler dans un petit fjord oublié de la campagne norvégienne. Elle a trouvé une petite annonce pour être femme de ménage jardinière et franchement ce travail ce n'est absolument pas ce à quoi elle s'attendait et son employeur, un certain Sigurd, n'est absolument pas l'homme qu'elle pensait rencontrer. Alors que tous deux attendent le retour de la femme de Sigurd, leur rencontre silencieuse et gênée se transforme petit à petit en une relation glaciale et obsédante. Voilà pour le prémisse de ce petit roman. Alors, comme vous pouvez vous en douter, nous sommes ici dans un thriller, même je dirais même un thriller psychologique. On a une atmosphère assez lourde, assez pesante et un malaise qui est vraiment présent à chaque page et pourtant on a du mal à mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui est vraiment le plus awkward dans ce roman? Est-ce que ce sont les réflexions que peut avoir Alice autour voilà, de son passé, des erreurs qu'elle a pu faire et de comment elle peut se nettoyer de ses péchés? Voilà, il y a un petit côté où elle cherche en fait une sorte de salvation religieuse. Ou est-ce que ce qui nous met mal à l'aise, c'est cette maison qui est isolée et ces fantômes? Voilà, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que cette maison elle est comme figée dans le passé de Sigurd et la manière avec laquelle Alice comble le vide, prend la place de ces fantômes aussi facilement, c'est quelque peu intriguant et même un petit peu malaisant. Vraiment on a une atmosphère digne des films de Alfred Hitchcock et d'ailleurs on se demande si l'autrice n'est pas une fan d'Hitchcock parce que voilà, moi ça m'a beaucoup fait penser, rien que le titre m'a fait penser au seul film d'Hitchcock que j'ai pu voir mais qui m'a terrorisé à vie, qui sont Les Oiseaux. Et on a toute cette ambiance un petit peu froide, un petit peu décalée, oppressante, avec cette manière dont l'autrice nous fait suivre toute
la psychologie d'Alice, ses réflexions, et vraiment Alice se torture un petit peu avec ses pensées. Elle se concentre sur des tâches assez manuelles et du coup je pense qu'on en a tous fait l'expérience. Quand on fait des tâches très manuelles, très répétitives, eh bien nos pensées volent. Et c'est un petit peu ce qu'Alice. Donc on va vraiment descendre dans la psychologie d'Alice. Je vous avoue que c'est pas forcément un personnage avec lequel on veut s'identifier, mais on est quand même très intrigué de ce qui va se passer parce que tout au long des interactions qu'elle a avec Sigurd ou qu'elle n'a pas, eh bien il y a ses désirs, il y a ses questionnements et ces petits regards. Il y a quelque chose qui fait qu'on est vraiment intrigué et qu'on a envie de savoir ce qui va se passer entre ces deux personnages et comment surtout cette histoire va se finir. Alors en plus de ça, on va avoir l'attitude changeante de Sigurd, notre personnage secondaire mais tout aussi important à l'histoire, qui, je veux dire, même nous en tant que lecteurs, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Voilà, il peut être tout à fait agréable dans son comportement et dans son discours et boum, en même pas un battement de cils, devenir quelqu'un de très froid et très distant. Et ça participe à cette atmosphère un petit peu oppressante de ce thriller. Et si ce n'est pas pour les courts chapitres que nous avons et cette plume excessivement fluide, je pense que j'aurais abandonné ma lecture parce que voilà, on est quand même, c'est pas une lecture légère du tout, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup de sarcasme, d'ironie, et puis bon, on est dans un thriller, donc 2-3 trucs qu'on se dit oh, fais pas ça. C'est un petit peu le film d'horreur où vous avez envie de crier au personnage principal de ne pas descendre à la cave. Voilà, ça a été un petit peu mon impression avec le tribunal des oiseaux. Et même si je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les films d'horreur, eh bien avec ce livre j'ai quand même été super intriguée et à fond dedans, très difficile d'arrêter ma lecture. Donc en bref, si vous aimez les ambiances hitchcockiennes ou même gothiques, les histoires de huis clos et les romans qui plongent dans la psychologie des personnages, je pense que c'est définitivement un livre pour vous. Ça se lit très vite, je vous recommande vivement si vous avez voilà 2 heures pour plonger dans ce roman. Je pense qu'il ne faut absolument pas le poser et juste keep going straight pour avoir le fin mot de l'histoire et pouvoir souffler toute cette angoisse ou anxiété que nous communique cette petite narration. Un roman à lire, peut-être pas pour la période de Noël, un petit peu plus pour Halloween, mais c'est une petite pépite d'émotions fortes et puis de torture psychologique, clairement. Même si je n'ai lu que 2 livres de la littérature contemporaine norvégienne, je pense en avoir saisi un petit peu ses caractéristiques parce que dans Grown Ups de Marie Aubert, le 2e livre d'une autrice norvégienne que j'ai pu lire, on continue de suivre un personnage féminin en plein questionnement avec elle-même et un petit peu en désaccord avec la société. Sauf que Grenoble est quand même bien moins lourd en termes d'émotions, on est un petit peu monté sur l'échelle de la légèreté. On suit ici Ida, une célibataire de 40 ans qui commence à paniquer. Elle a beau swiper sur Tinder, elle reste célibataire et la vie juste passe beaucoup trop vite, la vie lui échappe. Et du coup, paniquée, elle commence à regarder pour comment congeler ses ovules. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, mais c'est un petit peu l'idée. Elle est tellement en peur de ne pas pouvoir avoir d'enfants, car elle est toujours célibataire, qu'elle prend en fait toutes les dispositions possibles pour pouvoir avoir des enfants une fois qu'elle rencontre le partenaire idéal. En plus de ça, Ida, où qu'elle aille, elle voit les enfants des autres et du coup c'est un petit peu un couteau qu'on continue de remuer dans la plaie. Lors de vacances en famille, dans la campagne norvégienne, pour fêter l'anniversaire de sa mère, Ida regresse. Elle va se disputer avec sa sœur Marthe et flirter avec son beau-frère. Et quand sa sœur va la confronter mais aussi annoncer de bonnes nouvelles, eh bien Ida, elle est obligée de repenser à sa vie. Alors ceci c'est un roman que la libraire m'a conseillé, c'est un petit peu plus léger que Tribunal des oiseaux. Malheureusement il n'est pas pour l'instant disponible en version française, en tout cas je n'ai pas trouvé son titre, mais il a été traduit dans plein d'autres langues, notamment l'espagnol. Donc
tout me laisse à croire que la version VF devrait arriver. J'aime beaucoup cette couverture, ça a été une couverture un petit peu été par rapport à cette saison où il fait froid. Je suis un petit peu en décalé voilà, avec la saison. Il fait 150 pages, c'est un roman encore plus court que le précédent et je l'ai très bien lu, ça se lit assez facilement. Par contre, je vous avoue ne pas savoir quoi penser de l'histoire. Pour commencer, je n'ai absolument pas apprécié Ida. Je l'ai prise en pitié. C'est quelque chose que je n'aime pas forcément quand je prends en pitié le personnage principal tout au long du roman. Là, voilà, je l'ai vraiment pris en pitié dès le début. Et son manque de classe un petit peu, enfin, flirter avec son beau-frère, c'est quand même a big no. C'est pas quelque chose qu'on fait. Voilà, donc ce manque de classe m'a juste fait poser le livre à certains moments et me tourner vers Miguel et dire « Ah, je comprends pas ce personnage, pourquoi elle fait ça ?» Mais en même temps, même si donc il y a eu ce côté un petit peu d'agacement, de frustration par rapport au personnage principal, j'ai trouvé ses réflexions et ses peurs très légitimes et je pense qu'on peut s'y identifier assez facilement. Si on enlève cette enveloppe du personnage et les mauvaises décisions qu'elle peut faire, en fait Ida c'est une femme qui s'est enfermée elle-même et peut-être un petit peu par la société et par les exemples de sa famille dans un moule et qui malheureusement n'arrive pas à en sortir. Voilà, elle a 40 ans, elle devrait, selon elle, être déjà en relation et avoir des enfants et ce n'est pas le cas et c'est vraiment quelque chose qui, encore une fois, la torture. Il n'y a pas d'autre mot, ça la ronge et elle ne sait pas quoi faire en fait. Elle est prête à tout et même à être une serpillière pour d'autres mecs et je vous spoil rien, vous en faites pas, pour essayer d'atteindre ce but qui est de rentrer dans un moule, de se poser avec quelqu'un et d'avoir une famille. Et même si maintenant il commence à avoir des cercles un petit peu plus féministes, une nouvelle vue sur la position de la femme dans la société, j'ai trouvé que ce sujet que normalement une femme à 40 ans a des enfants était quand même assez actuel et donc d'aller à travers cette grosse réflexion d'Ida, eh bien ça restait quand même assez intéressant. En plus de ça, Marie Aubert, l'autrice, a écrit un très joli lien fraternel entre Ida et Marthe. Même si Ida est au fond quelque peu jalouse de sa sœur, qu'elle s'agace, qu'elle se moque, j'ai trouvé qu'en même temps elle était assez observatrice de sa sœur et assez sensible. Sa sœur c'est vraiment quelqu'un qu'elle connaît comme si elle l'avait faite d'une certaine manière. Elle va savoir ses humeurs, qu'est-ce qui va la blesser et du coup au lieu d'être là pour sa sœur et de la supporter, eh bien elle va l'utiliser pour un petit peu essayer de cacher ou de montrer à sa famille son propre malheur. Et j'ai trouvé que c'était une relation qui peut, avec un certain travail de la part d'Ida mais aussi de la part de la famille d'Ida, devenir une relation très belle. Si peut-être la famille d'Ida était un petit peu plus en soutien, eh bien Ida serait bien moins jalouse et bien moins mauvaise envers sa petite sœur. C'est une relation qui est au fond extrêmement complexe et que j'ai trouvé très bien décrite et très intéressante. Ce roman en soi, il va parler de prendre en main son propre destin et comment être adulte ne veut pas dire se poser et fonder une famille. Être adulte, ça veut dire pouvoir s'affranchir quelque peu de sa famille, mais toujours être là pour l'aider et les épauler. Ça veut dire faire sa propre place dans sa société, prendre ses propres décisions, créer sa propre vie. Et d'une certaine manière, parce qu'on prend toutes les responsabilités de notre vie en charge, eh bien, être adulte, c'est être maître de ses choix, de ses décisions et de ne pas avoir à répondre à la société et à devoir se conforter dans un moule imposé. Donc ça reste un roman qui, je pense, a son impact. J'ai versé quelques larmes, j'ai crié très silencieusement face aux décisions très bêtes d'Ida. Il y a un personnage secondaire qui est un petit peu mis de côté par la famille complète, mais qui en fait est pour moi le personnage le plus sage de la famille. Et puis surtout, point que j'ai trouvé très intéressant, il y a des questions à la fin, voilà, des sujets pour discuter. Ça incite le lecteur à se poser un petit peu et à réfléchir à ce qu'on a lu, quelque chose qui, je pense, quand on lit d'aussi courts romans, on n'a pas forcément tendance à faire. Et c'est la première fois que je le vois dans un roman. Mais c'est une bonne idée sur le fond. Ok, bon, après Grown Ups,
Il me fallait quelque chose de léger et donc je me suis tournée vers une petite romance qui m'avait été envoyée en service presse. C'est le premier tome de Je te promets de Millie S, dont voici la couverture. C'est un livre qui m'a apporté exactement la douceur que je souhaitais pour finir ma journée. Alors, je te promets, de quoi ça parle? Quand toutes les personnes auxquelles elle tient semblent disparaître, Célina, notre personnage principal, décide de prendre le large et de partir s'installer en Guadeloupe, terre natale de sa grand-mère. Elle part en Guadeloupe pour recommencer seule, loin de ses repères, mais également loin des quelques personnes qui lui restent et qui lui sont très chères, dans l'idée qu'en s'isolant, elle va les protéger et éviter d'attirer le malheur tout simplement. Sauf que l'huile guadeloupéenne lui réserve bien des surprises. Malgré le synopsis, je ne m'attendais pas à ce que ce roman commence sur le décès du grand-père de Célina et donc c'était absolument pas léger pour un début et ça m'a fait un petit peu pleurer. Célina ayant été assez proche de son grand-père, c'est son grand-père qui l'a élevée. Donc c'est pas un moment agréable pour Célina, elle est en plein deuil, et pour le lecteur parce que du coup on la suit dans ce deuil et dans ce déchirement profond qu'elle ressent. Mais au final, on passe quand même un très joli moment au soleil avec nos personnages et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette petite romance. Alors, notre personnage principal, Célina, c'est quelqu'un qui a beaucoup de traumas, comme vous pouvez vous en douter. Elle a dans l'idée qu'elle attire le malheur et qu'elle est un petit peu la raison pour laquelle ses parents puis ses grands-parents sont décédés. Elle a une vie assez négative sur la vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis elle a aussi cette tendance à imaginer les pires scénarios possibles. Alors sur ce point-là, je me suis beaucoup identifiée à elle. Je ne vais pas critiquer cette habitude que ce personnage a, mais c'est vrai que ça fait du coup un personnage qui essaye de s'isoler, qui a quand même envie de profiter de la vie, mais qui en même temps se met du coup beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'elle est ultra négative. Mais heureusement qu'on a pour contrebalancer quelque peu Luce, son meilleur ami, qui alors lui est l'inverse, c'est une boule d'énergie, c'est le soleil, c'est quelqu'un extrêmement rayonnant. J'ai beaucoup aimé ses métaphores, la manière dont il met des coups de pied aux fesses de Célina, j'ai adoré. Toutes les métaphores qu'il invente pour un petit peu la secouer, j'ai adoré. Je pense que c'est mon personnage préféré de ce roman et d'après ce qu'on m'a dit, le tome 3 est sur Luce, donc il faut que je lise le tome 2 pour pouvoir foncer sur le tome 3. Alors comme on est sur de la romance, on a un intérêt romantique qui nous est vite dévoilé et là c'est Gabin, un jeune vétérinaire guadeloupéen qui lui aussi a fait face à quelques mauvais épisodes de la vie. Alors c'est pas aussi pire que Célina, mais ça reste quelque chose qui l'a profondément marqué et qui fait qu'il n'a pas forcément envie de s'investir dans une relation. Par contre, Gabin, c'est quelqu'un qui sait vraiment utiliser les mots et la langue française et il m'a fait pleurer à plusieurs reprises avec ses déclarations et ses discours passionnés et cette confiance qu'il a pu montrer dans sa relation avec Célina. Voilà, je trouvais ça assez fort. Peut-être un peu trop fort, un peu trop vite, mais en tout cas il a vraiment cette manie de bien manier les mots. Voilà, c'était du coup dans l'ensemble une romance vraiment toute douce, pleine de moments assez tendres. J'ai beaucoup aimé les différents dialogues assez drôles entre nos personnages, ça m'a beaucoup fait rire. Bref, vous l'aurez compris, c'était la romance qu'il me fallait, pleine de légèreté et d'émotion. Voilà, c'était tout pour moi. Donc ce sont du coup les 3 petits romans que j'ai pu lire dans des avions récemment. Je sais pas si vous aussi, quand vous voyagez et que vous faites des grandes distances comme ça, vous avez 1, 2, 3, 4 livres dans vos bagages pour passer le temps. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et ce petit update lecture. Dites-moi dans les commentaires sous la vidéo quelle a donc bien pu être votre dernière lecture en train ou en avion. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est vraiment un très joli moyen de supporter cette chaîne. On arrive à la fin de l'année 2023, donc j'espère que si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas,
Qu'attendez-vous? C'est le moment, cliquez sur ce bouton, rejoignez-nous. Voilà, sur ce compte, je vous sors une vidéo livresse tous les samedis, mais samedi prochain, vu qu'on sera très proche de Noël, ce sera plutôt un petit vlog voyage pour vous emmener avec moi à la neige. Mais je vous retrouve du coup dans 2 semaines pour vous parler de livres. Je vous souhaite une bonne semaine, bon courage à ceux et celles qui travaillent. On est bientôt en vacances et surtout, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Ciao!